Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es la directrice du système d'excellence opérationnelle de la Poste dans la branche courrier-colis. Donc c'est la branche qui gère le courrier et le colis en livraison aux particuliers aux entreprises 6 jours sur 7. Tu as une longue expérience avec le Lean et au sein de la Poste pour en arriver aujourd'hui directement à faire des Gemba flux, ce que tu appelles Gemba flux, avec les dirigeants. Donc j'ai hâte, et je vais te laisser la parole pour que tu nous racontes comment le Lean se concrétise à la Poste. Merci beaucoup Margot. Oui, alors le Gemba flux, c'est effectivement, j'ai écrit le Gemba, mais c'est surtout comment on y est arrivé que je vais vous raconter. La Poste. Alors, qui connaît la Poste Tout à l'heure, Annelise disait tout le monde connaît la Poste, mais qui connaît vraiment la Poste, cette vieille dame de 800 ans qui a toujours su finalement s'adapter au changement tout au long de ces siècles. Alors, on a toujours des choses à reprocher à la Poste, hein, à l'intérieur, de l'extérieur. Mais en fait, on peut lui reconnaître quand même d'avoir été au cœur finalement des échanges, d'être le lien en fait qui a permis aussi de tisser des liens entre les citoyens. Et donc, son rôle évolue. Alors, la Poste, je pense qu'on ne la connaît pas vraiment. Vous voyez, la Poste, c'est ça dans le monde. C'est tous ces pays où elle est présente sur les services courrier-colis. Ça, c'est un peu classique. La banque, vous connaissez un peu, mais aussi Géopost, une filiale qui s'occupe des colis de l'Express à l'international. Et puis, tous les bureaux de poste aussi, le réseau numérique qui fait partie de cette branche aussi de l'entreprise. Alors, pourquoi on est présent dans le monde? Parce qu'on a des prises majoritaires, des participations majoritaires ou minoritaires dans d'autres postes à l'international ou d'autres entreprises de logistique notamment. C'est 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Il y a 10 ans, c'était 22 milliards. Donc, une entreprise, puisque c'est une société anonyme depuis 2010, qui a une certaine activité. Et du résultat, c'est quand même 232 000 collaborateurs dans le monde, c'est pas rien. Et sur la branche service courrier-colis dont je vais parler, c'est quand même un peu plus de 100 000 personnes. Alors, une société anonyme, mais l'actionnariat Caisse des dépôts et État quand même. Donc, voilà. Mais un peu normal, on a des missions de service public, il y en a 4, elles sont ici, je ne sais pas si elles sont toujours très connues. On a le service universel postal, 6 jours sur 7, en tout point du territoire. Ça, c'est une force et en même temps, c'est très fragile. Notamment, c'est aussi ce qui pose question en termes de dernier kilomètre, du premier kilomètre, et de tout ce qui va se passer entre le premier et le dernier kilomètre, où se crée la valeur. Ce n'est pas forcément le service universel en tant que tel qui crée la valeur, c'est d'être en tout point de ce territoire. La distribution de la presse, c'est un vieux service public qui n'est pas simple au regard de ce qui se passe dans la presse aujourd'hui, la presse papier notamment. L'aménagement du territoire, on a un rôle d'être présent un peu partout sur le territoire, et puis cette accessibilité bancaire qui est liée à la banque postale. Moi, je vais surtout approfondir avec vous cette branche sur laquelle j'appartiens depuis un peu plus de 15 ans. C'est des activités qui ne sont pas toujours connues parce qu'on ne fait pas que du courrier et du colis. On s'est mis aussi à faire alors le colis B2B, B2C, mais aussi tout ce qui est logistique de la santé, sur lesquels on investit. C'est tous les services de proximité humaine, finalement, comme le facteur et la personne qui peut rentrer dans chaque foyer. On s'exerce notamment au recensement. Ça a l'air évident comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça au regard des lois. Et donc la santé, tout ce qui est aussi, pas seulement de livrer des colis, mais de préparer des colis aussi pour les clients, puisque finalement on devient des sous-traitants de grandes entreprises. Alors, c'est quand même 60 000 facteurs sur ce territoire français, en tout cas, métropole, Dôme, Corse. 60 000 facteurs, c'est un peu plus de 350 directeurs d'établissement, des sites, il y en a 3 000. Là, je vous dis déjà des choses qui correspondent finalement à la problématique d'installer une culture Lean dans une entreprise où on a une dimension et le passage à l'échelle est la partie la plus complexe. On peut expérimenter à 2-3 endroits des choses sympas, mais finalement, le plus dur, c'est de passer à l'échelle. J'y reviendrai tout à l'heure.
Et vous le voyez bien, votre boîte aux lettres, elle est quand même de moins en moins remplie de courriers. Donc ce qui se passe finalement depuis 10 ans, c'est que il y a 10 ans, je vous aurais dit, on a 14 milliards de plis par an qu'on distribue. Eh bien, en 2023, c'était 6 milliards. Donc on divise par plus que 2 en 10 ans le flux de distribution, et pour autant, on passe partout, tous les jours, au même endroit. Donc vous imaginez, vous qui êtes dans l'île, ce que ça veut dire en termes de flux. Et puis, pour autant, même si vous allez me dire, oui, mais l'activité colis, elle a vachement augmenté, mais on est passé d'1 milliard à 3 milliards. Donc vous voyez bien que ça ne suffit pas. On est vraiment dans une entreprise où ce qu'il faut qu'on fait face, en fait, à une diminution de l'activité. C'est ça qui est important. Moi, je me suis posé la question pendant très longtemps. Je l'ai posée aux sensei qui sont dans la salle. Oui, mais le Lean, c'est fait surtout pour aider à l'accroissement d'activité. Comment on fait pour accompagner Lean dans une entreprise où on dit tout le temps qu'on a de moins en moins d'activité et que finalement on a de moins en moins d'emplois aussi, où il faut se transformer complètement pour aller chercher quand même du chiffre d'affaires. Là, c'est rapide pour vous dire que il y a eu des moments importants dans ma carrière à la Poste. C'est que j'y suis déjà depuis 1998 et je m'occupais déjà du développement des compétences et des managers notamment. Et puis il y a eu plusieurs étapes, puisque là c'était ça, mais après on est tombé, et donc je m'occupais de conduite du changement, parce que l'entreprise était déjà en révolution. Comment on fait pour accompagner les managers dans cette transformation, notamment industrielle, dans le monde des services, dans le monde de la logistique? Et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, et puis je me suis dit, mais c'est les employés d'abord, des livres un peu emblématiques. Mais surtout en 2010, le Lean était un petit peu rentré dans l'entreprise. Des livres qui m'inspirent, certes, et moi je deviens surtout directrice d'établissement, puis manager. Et donc j'essaye petit à petit de rentrer de comprendre, d'apprendre, de faire des Gemba, des Kaizen, j'en ai fait quelques-uns. Mais c'est facile quand on a finalement 500 personnes, je dis ça humblement, c'était pas facile du tout. Mais on peut faire des petits Gemba, des améliorations continues. Et puis, je suis bien accompagnée surtout, et je décide d'abord de partir sur la santé-sécurité au travail. C'est mon optique. Et puis, quand en 2014, je deviens directrice du Val d'Oise, accompagnée par un sensei aussi, il dit, c'est bien Nathalie, tu t'occupes bien de la santé-sécurité au travail, tu as des résultats, les gens comprennent, mais maintenant, centre-toi sur le client. Et donc, merci à Catherine qui m'a aidée sur mes Gemba à me centrer client, à travailler avec mes collaborateurs sur le sujet. Et puis on a des belles choses qui se passent. Et puis en 2019, on me demande de venir au siège pour avoir plutôt le territoire national avec une équipe expert dans le Lean. J'ai la chance de rejoindre. Et là, je me rends compte que c'est pas la santé, sécurité au travail, c'est pas seulement le client, c'est la culture, la culture Lean, la pensée Lean qu'il va falloir que je travaille avec tout ce monde-là. Je vous le rappelle, c'est quand même plus de 350 sites, 350 directeurs d'établissement, des régions, des patrons, des COMEX. Et là, j'arrive au siège où finalement, c'est pas moi qui décide de tout. Si je ne m'assure pas que du haut jusqu'en bas, ça fonctionne, que tout le monde est aligné, que j'ai des sponsors, j'arriverai à rien. Donc, j'arrive quand même avec mes convictions d'opérationnel, mais là, sur une nouvelle posture, où il y a des choses qui se sont passées jusque-là. Alors, il y a un bouquin qui sort à ce moment-là, c'est la stratégie Lean. Et je me dis, youpi, ils ont organisé, avant mon arrivée, une conférence avec Jacques, qui vient te parler du 4D. 4C. Je dis, super, ça va bien me baliser mon terrain. Non, en fait, je me rends compte, Jacques, que là, je ne vais pas lâcher l'affaire du 4C, ça va être ma ligne directrice aussi. Mais là, je vois bien que tout le monde croit que c'est facile. 4D, 4C, facile, en fait, on explique les 4C. Ouais, non. Et on me dit, c'est n'importe quoi aussi. Et voilà, donc je reviens à ma réflexion avec l'équipe. Et finalement, ancrer la culture Lean, c'est aussi croire que c'est par le développement des personnes, en histoire, sur la résolution de problèmes, sur le terrain, mais qu'on ne pourra pas se passer et de la théorie et de la pratique. Ça fait partie des convictions de départ. Le Covid nous a bien aidé à construire notre stratégie avec l'équipe sur le territoire. La stratégie, j'y reviendrai, c'est la communauté. La communauté, quand on est 10 personnes pour un territoire pareil, avec autant de monde, finalement, à le convaincre du terrain jusqu'au siège, du siège au terrain, pour que tout ça s'aligne,
ben, il faut que finalement on ait une communauté puissante, convaincue, parce que nous, on ne pourra pas être partout, tous les jours, pour avancer sur des sujets et être complètement alignés, développer cette communauté et cette communauté, elle va des dirigeants aussi, qui font partie de cette communauté. Et voilà, donc des livres j'y reviendrai. Alors, si je veux développer les gens, il faut qu'on continue de se développer nous-mêmes. Donc ça fait partie de la stratégie dans mon équipe, en tout cas avec cette communauté. On se développe en permanence par des livres, par des formations. On apprend à poser des questions parce qu'on a une conviction, c'est que développer les gens, c'est les faire réfléchir. Et mieux questionner, c'est aussi faire réfléchir les gens, c'est pas apporter des solutions. Et développer les gens à poser des questions, les managers surtout et les dirigeants sur le Gemba, ça a été un truc hyper important. Voilà, je vous fais la boulangerie Lean et apprendre à apprendre, j'y reviens tout à l'heure. C'est vraiment aussi 2 bouquins qui nous ont beaucoup aidés ces 2 dernières années. Alors, quel problème je cherche à résoudre? Qu'est-ce que je veux réussir? Je pose complètement la question. C'est finalement comment on va obséder vraiment la manager à s'intéresser sincèrement au travail de nos salariés pour prendre les meilleures décisions pour nos clients. Je vous ai parlé du 4C, il est là. Celui-ci, on le partage largement. On l'explique, mais même en l'expliquant, finalement, c'est pas si simple que ça. Voilà. Là, la conviction avec l'équipe, c'est qu'il faut qu'on se repose donc, sur la résolution de problèmes, sur le TPS, finalement, sur le Toyota Way. On va s'appuyer là-dessus, ça sera notre cadre de pensée, et de former, finalement, les gens à ce sujet-là. Donc, on veut réussir cela, avancer sur la résolution de problèmes, le développement des gens, les faire réfléchir partout, théorie et pratique. Alors, je reviens un peu sur l'histoire. Finalement, le chemin jusqu'en 2023, c'est un développement massif. On peut se tromper, hein. C'était déjà un développement massif dans toutes ces années-là. On se dit, comme cette communauté, il faut qu'on la fasse grandir, qu'on ait des alliés un peu partout. Il faut qu'on leur montre le lien entre pratique et théorie. Pratiquer, aller sur le terrain et résoudre des problèmes à partir, pas des A3 qu'on avait vus qui ne fonctionnaient pas à partir de séminaires ou de formations faites par des formateurs qui ne connaissent pas le terrain, mais par des gens qui vraiment sont sur le terrain. Donc on a appris les 5 colonnes, la cartographie du flux à nos managers, à nos dirigeants. C'est quand même plus de 1000 personnes qui ont pu réaliser ce genre de formation terrain avec une concrétisation, c'est de passer de présenter leur résolution de problème devant les dirigeants. Ça fait partie de la communauté apprenante. Comment les dirigeants vont aussi accompagner ces résolutions de problèmes, faites par nos managers, nos directeurs d'établissement, nos directeurs de région, et donc poser des questions et s'intéresser à la manière dont sont résolus les problèmes, la logique, le raisonnement. C'était important parce que ce qui s'était passé jusque-là, c'était qu'on avait pris les outils du Lean en exécution et pas comme des moyens de raisonnement. Donc on forme comme ça massivement, et donc c'est quand même énormément de résolutions de problèmes qui sont faites ces 3 dernières années. On a aussi chaque année, on organise des temps forts pour qu'il y ait des chantiers 5S qui soient réalisés par chacun, sur tout le territoire, des chantiers apprenants qui soient valorisés, qui permettent du résultat, qui montrent que ça marche. On essaye de développer cette capacité à résoudre des problèmes au plus proche de l'équipe, avec ce tableau 5 colonnes notamment. Et puis, quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que le socle de la maison Toyota, c'est d'avoir des gens bien formés, qui maîtrisent bien les gestes métiers. Ce n'était pas toujours quelque chose qui avait été vérifié. Donc, on a construit des dispositifs où les managers sont vraiment là pour s'assurer que leurs collaborateurs, notamment les facteurs, sortent en autonomie et en tournée en maîtrisant les gestes métiers. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça n'existait pas. On ne s'assurait pas que les gens partaient en tournée en maîtrisant ce qu'ils avaient à faire dans leur tournée. Donc on s'est vraiment appuyé là-dessus pour bien montrer aux managers quel était leur rôle dans l'accompagnement de leurs collaborateurs, et y compris pour résoudre les problèmes qu'ils avaient individuellement et en équipe. Mais c'est pas que ça qu'on a fait.
On a les dirigeants, on les forme, je le dis, on les a mis 3 par 3, on va dire. Il y en a déjà 12 de formés qui sont passés par la formation ligne dirigeant. C'est énorme parce que quand on est dans un COMEX, petit à petit, cette communauté, elle rentre, elle a un vocabulaire qui est aligné et ils vont faire du Gemba, ils font aussi des résolutions de problèmes, mais tout n'est pas gagné. Mais tout n'est pas gagné parce que ce développement massif, il a des limites. Et là, qu'est-ce que je constate en début d'année dernière? Que seulement 30% de ceux qu'on a formés, qui ont fait des résolutions de problèmes pour lesquels ils sont passés devant leur chef pour leur expliquer ce qu'ils en avaient réussi, ce qu'ils en avaient tiré, ce qu'ils allaient en faire maintenant, eh ben, ils pratiquent après. Pas. Finalement, on se rend compte que les tableaux 5 colonnes sont utilisés que par 10% des gens qui ont été formés, qui ont été accompagnés. Et ça, je peux le savoir parce que finalement, on suit ce développement de l'autonomie des équipes à pratiquer ce tableau 5 colonnes. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui qu'à peine 500, 600, on a 5000 équipes de facteurs, hein, pour vous dire le chiffre. Alors, on pourrait dire que c'est beaucoup, 500 équipes qui pratiquent le tableau 5 colonnes tous les jours. C'est beaucoup. Mais finalement, je me rends compte aussi qu'on est toujours avec un management par les chiffres, finalement les inducteurs, tout ce qu'il faut travailler, c'est encore compliqué. C'est fait souvent encore pour rassurer les chefs, pas encore pour satisfaire le client. Bref, là, je sens que oui, on a fait un pas avec l'équipe, mais on commence à se fatiguer aussi de toute cette énergie, puisque ce passage à l'échelle, il est complexe. Est-ce qu'on va continuer de former les gens comme ça ? Même si on les accompagne, même si on développe notre communauté, on les réunit, on partage ensemble des projets, des pratiques, des choses compliquées. Il y a des trucs qu'on a gagnés, mais là, on va s'épuiser. Puis pour quel résultat? Le début, c'est facile, mais après, là, on voit qu'on a un plafond de verre qui arrive. Et donc, il se passe quoi? On a un décor qui est bien planté, plein d'ingrédients. Et heureusement, mais en 2023, vous savez ce qui se passe, on a encore plus de baisse du courrier, le colis qui grimpe, mais pas tant que ça, parce que l'après-Covid n'est pas si simple. On a l'inflation, la crise. Est-ce que les vieux schémas tayloriens ne vont pas revenir? On a changé notre gamme courrier, c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai Antoine qui est là, de mon équipe, qui trouve sur le site cet article fait par Cécile, comment j'ai échoué à enseigner la résolution de problèmes. Et là, forcément, on se dit que c'est exactement ça qui nous est arrivé. On a peut-être un peu réussi, mais on a surtout beaucoup échoué. Et donc, on décide de partager, de travailler à partir de ce qu'on apprend là, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? C'est Kaizen après Kaizen, il faut qu'on soit encore plus sur le terrain, il faut qu'on engage encore plus le terrain, cette pratique quotidienne, et finalement, la masse, il faut qu'on s'arrête un petit peu là. Et on va partager cet article avec toute notre communauté, y compris avec les dirigeants, pour le décortiquer et leur faire prendre conscience que finalement, même s'ils me demandent de former toujours et encore, c'est pas ça qui va nous sauver. Et puis il y a quelqu'un qui est ici aussi dans cette salle qui me dit mais Nathalie, c'est quoi ton framework? À quoi tu vois que tu vas réussir? Je sais pas, cette question me hante toujours, mais je me dis qu'effectivement, si je suis pas claire avec mon équipe sur ce qu'on veut réussir, notre cadre de pensée et d'action, il est peut-être évident, mais finalement, pour les gens, c'est pas si clair que ça. Il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer d'être des couteaux suisses, on va nous appeler quand ça va pas, quand il y a encore un problème, quand il y a des écarts de performance. On va appeler la communauté à venir faire des résolutions de problèmes et pas à développer les gens ou à changer la culture de l'entreprise, vraiment. Donc, on a un truc qui s'appelle les scénarios divergents. Je ne sais pas si vous connaissez, ça évite d'utiliser, on n'utilise plus en tout cas depuis le Covid, on essaye depuis utiliser le SWOT, mais on avait été formé par l'ILF pendant le Covid au scénario divergent qu'on a souvent utilisé. En tout cas, c'était le moment de le réutiliser. C'est quoi les facteurs les plus influents et les plus incertains pour réussir? C'est Catherine qui m'avait formé à ça pendant le Covid et ça nous a bien aidé. On est prêt quoi qu'il arrive et on réfléchit finalement à ce qui pourrait se passer pour y trouver en fait des scénarios qui nous permettent de nous projeter concrètement sur l'avenir. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ce scénario divergent? C'est mon épée un peu magique. Eh bien, c'est qu'il faut continuer d'explorer
de coordonner aussi, d'explorer, de transmettre par cette exploration, d'aller jusqu'au bout des explorations, de continuer chacune des communautés, de les former, de prendre le temps aussi, de prendre le temps de partager, d'apprendre toujours ensemble et de prendre un temps d'avance surtout et d'avoir ce cadre simple et clair. Et puis aussi mon épée magique, c'est mon équipe avec qui on travaille de concert sur ce sujet-là. Et c'est un livre qui nous a suivis toute l'année 2023, qui nous a aidés dans ce chemin exploratoire en se disant qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Il y a eu aussi la boulangerie Line. Ces 2 livres, en fait, dans la communauté et aussi auprès des dirigeants, on a fait des book clubs, on les a lus, on les a décortiqués, on en a fait des ateliers et on dit qu'est-ce qu'on en apprend, sur quoi on est en train de... Tu sais, moi je sais que je me dis, mon rêve en le lisant, c'est un jour je montrerai les 12 clés du sabotage de la CIA au COMEX. J'avais dit ça à mon équipe au début 2023. Et on a travaillé dessus en fin d'année 2023 et c'était voilà, intéressant pour dire quand même, on y est quand même bien encore sur... vous ne les auriez pas là, finalement, on en a encore bien dans notre mode de fonctionnement de ces 12 clés du sabotage qu'on voit dans le livre. Il est beaucoup plus riche que ça, hein, je vous sors juste un exemple. Voilà, et je travaille aussi sur ce sujet qui n'est pas vraiment travaillé sur le flux. On se dit, en regardant ces 2 bouquins et en travaillant ensemble, qu'il y a, sur la maison Toyota, on essaye de construire le socle, de former, de trouver des KPI et des inducteurs pour aller avancer, mais finalement, on travaille très peu sur les piliers du flux, enfin sur les piliers de la maison Toyota, notamment sur le flux. Et donc, on se dit, comment on va créer de la valeur sur le dernier kilomètre? Et là, pour le coup, il faut le travailler avec les dirigeants. Pour travailler avec les dirigeants, on les fait lire, mais ce n'est pas suffisant, il faut les emmener sur le terrain. Alors pour vous, ça semble peut-être évident, on en a parlé avec Guillaume tout à l'heure, mais aller sur le Gemba avec les patrons, ça peut aller de soi, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'ils pensaient tous qu'ils y allaient. Mais regardaient-ils là où il fallait regarder, les points de fragilité du flux? Donc on travaille sur ce sujet-là. Concrètement, on a testé avant le dispositif, apprenant pour les dirigeants, qui puissent eux après refaire la même chose à leur niveau, pour les dirigeants, mais aussi pour toute la communauté. Donc on s'est d'abord formé à le faire, toute l'année le premier semestre 2023, par-ci par-là, pour tester notre dispositif d'accompagnement du Gemba, pour que les patrons après puissent être autonomes pour le faire. Ça a l'air de rien comme ça, mais sinon ils ne vont pas regarder au bon endroit. Ils croient qu'ils regardent, ils croient qu'ils savent, mais en fait... ils ne questionnent pas là où il faut questionner, c'est pas parce qu'on est allé sur le terrain qu'on a compris ce qu'il fallait. Le plus important, c'est le débrief en salle sur écrire, finalement ancrer. Donc notre dispositif de Gemba avec les patrons, c'est quoi? On choisit un flux très spécifique pour se former et se concentrer sur un flux. On le fait du début, de l'arrivée. Par exemple, si on prend le flux colis, on commence sur l'arrivée du camion jusqu'à la sortie des facteurs, le retour des facteurs et qu'est-ce qui s'est passé à chaque étape. Voilà. Et finalement, c'est pas seulement la manière dont on questionne sur le terrain, avec la posture 4C qu'on essaye d'infuser, nous-mêmes par notre exemplarité, mais petit à petit, en apprenant aussi note la manière dont on pose les questions, dont on arrive. Et c'est surtout après ce qui se passe concrètement dans la salle quand on débriefe. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Ça, c'est un retour en salle avec... on était à Cannes. Et on travaille sur le flux des lettres recommandées, pour faire simple. Et le sujet, c'est l'alignement de la ligne managériale pour dessiner un flux, pas seulement, et de dessiner le flux du flux qu'on a observé, mais de regarder tout ce qui se passe, tant sur la santé-sécurité que pour le client, en regardant tous les points de fragilité du flux, toutes les zones de gaspillage, et puis là où on pourrait peut-être optimiser. Et là, c'est très apprenant. On regarde aussi comment les problèmes émergent sur le terrain et comment ils sont remontés, traités par les équipes. Finalement, c'est la suite qui va compter. Ce qui est intéressant sur cet exemple-là à Cannes, moi, ce qui m'a marqué, et que je reviendrai peut-être dessus après, mais c'est que ce gars-là, ça fait 5 ans qu'il essaye de faire du lean avec nous, entre guillemets, de suivre des formations. Et là, ça a été un déclic pour lui. Il a refait l'exercice plusieurs fois sur plusieurs de ses sites.
autour de Cannes. Il s'est dit, mais c'est comme ça que moi aussi je vais apprendre à mes collaborateurs et qu'on va s'aligner sur les problèmes qui ont ensemble pour les traiter ensemble. Et puis ils ont travaillé après avec les facteurs pour expliquer, voilà ce qu'on a observé, vous nous avez tous vus hier, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vu. Et on s'est dit qu'il y avait quand même des choses à travailler. Et vous voyez d'où l'importance aussi de révéler les problèmes, de les partager dans les moments, les 5 minutes de chaque jour. Sur Brest aussi, l'exemple il est intéressant parce qu'ils étaient un peu empêtrés dans leur qualité de service en décembre. Il dit, Nathalie, tu sais, c'est très compliqué chez nous. Je suis pas sûre que tu arrives à avoir quelque chose. Mais je dis, mais le but du Gemba, avec cet exercice justement là derrière, c'est de simplifier la complexité et de s'aligner sur ce qu'on voit et de ce qui peut être petit à petit finalement réalisé. En 2 mois, il a réussi à gagner 3 points de qualité de service et on en a fait un convaincu. L'organisation du travail s'est améliorée, la qualité de service certes, mais aussi les conditions de travail. Et finalement, ils ont réussi à simplifier ce qui était, semble-t-il, complexe. Donc on en a fait plein, un peu partout, et il y en a certainement beaucoup plus, puisque au fur et à mesure on forme nos relais en territoire pour faire la même chose avec tout l'ensemble des directeurs d'établissement sur les sites qui sont importants, là où ça a un intérêt, là où c'est mûr, là où il y a besoin, c'est-à-dire quand on a un écart de qualité de service ou un problème d'accidentologie, où on a un problème, où on va faire une organisation, on veut transformer les chantiers. L'idée, c'est de se poser d'abord et de regarder ce qui se passe avant de refaire pire, ce qui se passait toujours. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les choses, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est quand même mieux si c'est eux qui en parlent. Je vais y revenir après sur cette communauté. Ça, c'est un peu des mots, on peut observer, c'est aligné, on arrive à s'aligner, on crée des interactions avec nos opérateurs, avec nos facteurs. En premier verbatim, finalement, c'est une vision partagée et surtout, on s'étonne sans juger. Ils avaient un peu peur, parce que c'est un peu dans les modes tayloristes, quand les chefs ils descendent et qu'ils viennent voir, on a peur d'être jugé, de se faire battre finalement. Mais là, ce qui est étonnant dans la méthode, c'est que comme on s'aligne et comme on voit les mêmes choses, on ne juge pas. Ça permet de se remettre en question. On prend en charge le problème, on le prend vraiment en charge. C'est un exercice qui remue. Tous ceux qui ont fait des gambas le savent, ça permet de prendre du recul, de digérer pour travailler sur nos points de fragilité. Rien que ces prises de conscience, ça fait du bien à entendre. C'était l'objectif, mais on y est arrivé. C'est un exercice puissant, je ne m'y attendais pas. Ça permet de voir ce qui est pourtant sous nos yeux, mais que nous ne voyons pas. Le contexte a totalement changé, le climat aussi. Aujourd'hui, les agents viennent plus avec la boule au ventre parce qu'ils partagent aussi les problèmes, ils voient ce qu'on en fait. Et il y a une vraie confiance qui existe entre les agents et la direction. Le fait de poser ensemble avec l'équipe a permis d'avoir beaucoup d'échanges, des dojos ont été réalisés, l'équipe a pris en main le tableau 5 colonnes et les résultats sont là. Les éléments se sont éclairés au fur et à mesure qu'on dessine le flux, qu'on voit la journée comme elle se passe. Je ne comprenais pas au début, là j'ai compris notamment l'importance et le sens du brief. Permet d'échanger avec les agents et les points de vigilance et de garder un œil objectif et de la situation observée sans faire d'interprétation. C'est là qu'on travaille sur les biais cognitifs et je pense que c'est assez clair. C'est pas tout, c'est verbatim ce qui se passe. Après, pour que ça continue de fonctionner dans le temps, c'est les dirigeants. Au mois de mars, je les ai fait finalement échanger en COMEX sur leur pratique du Gemba ensemble, sur ce qu'ils en avaient retiré, comment ils pratiquaient. Et finalement, c'était eux qui en parlaient le mieux que moi, finalement, de faire ce retour d'expérience au bout d'une année d'expérience et finalement de dire oui, on en a vraiment besoin, il faut qu'on continue. Et puis, quand on a des conventions, quand on a des rencontres managériales, finalement, c'est aussi ceux qui le font et pas moi qui en ai le mieux parlé. Vous voyez ici que les mots sont intéressants parce que je n'ai pas touché à la présentation qui a été faite par le collègue d'Auvergne. On voit les postiers, les clients, l'engagement, les résolutions de problèmes. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de partager les difficultés. C'est pas parce qu'on a fait un exercice un jour qu'il ne faut plus y revenir après. Et on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut revenir et que le dirigeant ne revient pas forcément toutes les semaines, il revient 2 mois après. Il regarde par rapport à la carto que vous avez vue, on avait vu ça, est-ce qu'il y a des choses que vous avez résolues, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Et on va voir sur le terrain pour confronter en fait ce qu'on croit avoir résolu, ce qu'on croit avoir avancé, peut-être les choses qui ont encore émergé depuis. Donc c'est inlassablement qu'il faut continuer, pratique, théorie, et on en parle justement à chaque fois. Ça a été
Alors on a eu une opportunité, hein, c'est que les économies, l'inflation dont je vous parlais, la crise économique, c'était aussi une façon de se dire on va aller regarder le flux autrement. S'intéresser au flux, je vous assure, pour peut-être que vous qui êtes dans la logistique, ça semble évident. Pour ceux qui connaissent l'entreprise, c'était quand même une première et au moins c'est ça. Mes apprentissages, j'ai envie de les partager avec vous avant vos questions. C'est mes alliés sont ceux qui veulent apprendre, pas ceux qui font pour faire. Et donc ça a été aussi dans ma communauté, c'est un peu bizarre comme mot, mais dans la communauté du Lean qu'on essaye de construire sur tout le territoire, on va aider et on appuie et on va surtout là où les gens veulent vraiment apprendre et transformer. Et puis, forcément, avec cet exercice depuis 1 an et demi qu'on fait, même si je le savais, là c'est encore plus vrai, c'est encore plus ressenti, c'est les interactions qui permettent l'alignement et le début d'ancrage de la culture Lean. Quand ils en parlent entre eux, on voit que ça commence à cranter. Et puis, oui, on a encore des choses qui ne vont pas hein, dans notre entreprise, c'est pas facile, on a encore des décisions tayloristes qui descendent, des choses où on a la pression, des plans d'action, mais ce que je vois, c'est qu'on ne doit pas se décourager. Si on vise la santé et la qualité, pas l'un sans l'autre, du coup la qualité pour le client, et le Kaizen, alors ça fait bouger les lignes à coup sûr, il ne faut pas s'arrêter. Ceux qui en parlent le mieux, je viens de vous le dire, ce sont ceux qui apprennent. Et donc l'idée, c'est qu'en permanence, il faut maintenir les partages, les retours d'expérience. Ça, on le fait vraiment régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, tous les mois, autour des actions. Après, j'ai aussi une chance, c'est qu'on me donne une scène pour le faire. Au fur et je l'apprends aussi. Et puis, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas aller sur le Gemba comme ça. Il faut vraiment y aller avec une intention et un objectif clair qui est partagé par le dirigeant et par ceux chez qui où on va. C'est long, parce que ça fait 1 an et demi qu'on est sur le sujet. C'est long, c'est pas si évident de développer donc, cette communauté qui peut être le relais d'accompagnement sur le terrain. C'est pas facile cette posture qu'on peut avoir pour accompagner les dirigeants sur le sujet. Il y en a qui sont encore fragiles. Il faut qu'on continue. Voilà, c'est pas simple voilà, de monter en compétence pour accompagner un Gemba. Donc il faut qu'on bosse encore le sujet. Et puis on n'embarque pas tout le monde de la même manière. Il y en a où ça va faire, d'autres ça va être la résolution de problèmes qui va les faire bouger, d'autres c'est l'escalade des problèmes, l'autre c'est parce qu'il aura vu un truc sur le Gemba qui va lui faire tilt et il s'en sort, il ne reviendra pas, il va mettre 3 jours ou 4 à y réfléchir. Bref, il faut se dire que c'est individu par individu. Je reviens là-dessus parce que je vous ai dit qu'on avait commencé par du massif, mais qu'il faut s'attacher aux individualités, aux particularités et aux histoires de chacun. Et puis, créer et animer une communauté, c'était notre intuition en 2019-2020. On l'a montée et on est maintenant quand même assez sûr que c'est hyper important. Et ce qui est hyper important, c'est de les former, les soutenir, les valoriser. Et c'est pas seulement important, c'est vital. Maintenant, je vais aller vite, parce que je suis sûre que je m'arrête pas. C'est comme tout chou sur le 4C, ne rien lâcher, parce que chaque jour... c'est remis sur le tapis, que c'est peut-être très fragile. Le Gemba, moi j'ai des belles histoires qui vont se décider dans les prochains mois, où on va le faire aussi, des Gemba avec quelques facteurs pour qu'ils regardent eux-mêmes leur flux, avec les encadrants de proximité qui ont envie, pour que ce soit beaucoup plus simple pour eux de comprendre pourquoi on bâtonne et on fait des tableaux 5 colonnes. On va leur montrer ces points de fragilité du flux. Il ne suffit pas de raconter ce que les chefs ont fait, c'est aussi d'essayer de leur faire faire. Et il y en a qui sont prêts à le faire, alors on va tester ça. Et puis le MIFA, on n'en a pas parlé, mais ça, j'aimerais bien qu'on tente le MIFA. On le fait puisque je vous ai dit qu'on essayait d'explorer avec l'équipe, de faire des vrais MIFA. Pour quel objectif le faire? Eh bien, vous avez bien compris qu'on ne fait plus que du colis et du courrier. On fait aussi des services, on essaye de travailler sur cette création de valeur du dernier kilomètre, avec une mutualisation des activités qui donne de la valeur sur le contact entre le facteur et le client. Et là, il va falloir qu'on rentre vraiment dans la technique et j'espère bien que l'ILF va nous aider à nous former là-dessus, même si on explore de temps en temps à notre niveau comme on peut. J'en parle de la création de valeur. Et puis, là, le framework, c'est notre prochaine étape avec l'équipe qu'on a travaillé déjà depuis un peu plus d'1 an avec toute notre communauté, entre guillemets, et on va l'écrire enfin cet été, pendant les JO, puisque... on ne pourra pas faire grand-chose, nous, sur la région parisienne. On va se mettre au vert et on va écrire ça. Voilà. Et donc, le slogan, en fait, que j'ai envie de vous dire, c'est terrain et pratique. Faire pratiquer et faire réfléchir, c'est ça un peu notre slogan.
qui fait que le Gemba, voilà, le Gemba en fait partie. Voilà, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Margot. Margot, parce que Margot, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est accompagné par des super jeunes. Mais si, super jeunes, mais hyper pertinents. Moi, ça a été hyper aidant. Ça a été la surprise de cette préparation du Lean Summit. Son regard, la manière dont elle m'a questionnée, dont elle m'a challengée quand elle est venue sur le terrain avec moi, ce qu'elle a vu de manière pertinente. Et moi, ça me fait du bien de voir qu'on a des relais comme ça pour l'avenir. Merci Nathalie. Merci beaucoup à toi merci et merci à toi. À vous.